Bonsoir à tous. Bonsoir Hervé Lejeune, délégué général de l'Union des entreprises 35. On peut dire que c'est une année très importante. On en rêvait. L'UE 35 l'a fait avec ce parterre prestigieux. Merci à tous. Une plénière vraiment très importante parce que nous, présidents, et si cela arrivait, quelles en seraient nos priorités, Hervé? Alors d'abord, bonsoir Stéphane. Nous allons laisser Yann Le Jolivet expliquer un peu tout ça. Je voudrais juste vous dire d'abord et vous rassurer, tous nos invités sont présents. Donc ne soyez pas inquiets, vous aurez le droit au plateau que l'on vous avait promis. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais aussi remercier et féliciter, et on va voir si vous êtes déjà réactifs, d'applaudir très fort ceux qui m'ont mis en scène toute cette soirée, OPA, et j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Oui, bravo à eux. Voilà, ils sont réactifs, c'est bon. Hein. Voilà. C'est une année présidentielle qui s'annonce très importante, des débats, des échanges, des confrontations d'idées. Je crois qu'il y aura un peu tout ça ici au Ponant. Vous êtes 700 à attendre énormément de choses. Le déroulé de cette soirée, telle qu'elle a été pensée, conçue et réalisée pour vous, avec Yann Le Jolivet, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir, membre du bureau de l'Union 35 des entreprises en charge de cette plénière. C'est pas mal ça. Hein. Ça c'est bien, hein. Ah ouais. C'est vraiment la musique, les images, la force aussi de ces débats qui seront présents ce soir. Trois points forts pour structurer cette soirée, Yann. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Si on pense au Brexit, à l'élection américaine, au référendum italien de dimanche dernier, c'est une année exceptionnelle. En tout cas, c'est une période exceptionnelle que l'on traverse. Et à période exceptionnelle, AG plénière exceptionnelle. Voilà. Et donc ce soir, on a décidé de travailler avec vous sur cette potentialité. Si nous étions élus président de la République, quelles seraient là où les mesures qu'on mettrait en place pour essayer de faire bouger favorablement les choses. Et c'est pour ça que, se posant cette question, on s'est dit, on va vous amener un certain nombre de personnes, on va lancer des invitations, et preuve de votre sérieux, dans notre territoire, ils ont tous répondu présent, et donc on aura un plateau exceptionnel, et je tiens à les en remercier. Donc Eric Woerth qui est présent, Alexandre Sobo qui est vice-président du MEDEF et président de l'UIMM, on a Marc Touati qui est là également, et puis grâce, j'espère, au miracle du TGV, Emmanuel Macron sera là tout à l'heure. Voilà. Alors c'est une soirée en 3 actes, parce que les acteurs économiques de notre territoire importants sont là pour témoigner. Une première table ronde dans un instant. Voilà, alors la première table ronde, c'est le résultat des travaux que l'on conduit avec vous depuis le mois de septembre sur la problématique de nous, président de la République. 2 problématiques qui ont émergé. La première, l'entreprise collaborative. Alors c'est vrai que l'entreprise, ce qui émerge, c'est que c'est plus un lieu d'exploitation, forcément, c'est pas un lieu de lutte, c'est un lieu où on collabore, c'est un lieu où on porte des projets, où on construit, et ce sont toutes ces idées-là qu'on a voulu faire émerger dans ce premier moment d'échange. Et le second, l'entreprise compétitive. L'entreprise n'est pas un lieu de travail, un lieu de projet hors sol. C'est un lieu de compétition, mais la compétition, parfois, elle n'est pas au coin de la rue, elle est très très loin avec les miracles ou la révolution digitale. Et donc, on a voulu également évoquer toutes ces problématiques très particulières qui font qu'on ne peut pas concourir souvent à armes égales si on a des semelles qui sont plus lourdes que nos voisins concurrents. L'entreprise collaborative, l'entreprise compétitive. Une intervention d'Emmanuel Macron en troisième temps. Toute bonne dramaturgie comporte 3 actes. Donc le premier, ce sera les tables rondes. Le deuxième, l'intervention d'Emmanuel Macron. J'y reviendrai au moment où il nous rejoindra. Et puis le troisième acte, ce sera une conférence. Une conférence, oui, le retour avec Marc Touati qui vient de publier La fin d'un monde, mais c'est plutôt l'émergence d'un nouveau monde dont il va nous parler. Et cette fin de monde qu'on aura sans doute expliqué tout à l'heure, mais qu'on aura évoqué à travers ce qu'elle a de potentialité et ce qu'elle présente d'atouts et de promesses, sera l'objet d'un petit retour image avec nos grands témoins de la soirée. Voilà ce qu'on vous propose. Hervé. Juste un mot pour Marc Touati. Vous aurez la chance de pouvoir discuter et échanger avec lui tout à l'heure, puisqu'il dédicacera son dernier ouvrage. Ce sera à l'extérieur, juste après cette magnifique assemblée, je l'espère. Alors, j'ai une consigne et un souhait dans ce moment introductif. La consigne, c'est que, bien évidemment, il n'est pas exclu que l'arrivée d'Emmanuel Macron et surtout son départ ne provoque un peu de brouhaha et de perturbation dans la salle. Non.
Voilà. Donc ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est au moment où il va quitter la salle avec sans doute les journalistes présents, et il y aura une conférence de presse qui est prévue au moment d'échange dans le hall d'entrée, c'est que chacun vraiment reste à sa place pour que nous, on puisse poursuivre notre Assemblée Générale. Donc s'il vous plaît, chacun reste à sa place, comme ça on le laissera ensuite rejoindre les journalistes dans le hall. Et puis le souhait, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir, on a dépensé un peu de sueur également pour cette soirée, donc j'espère que tout va bien se passer, et puis on espère que vous aurez, vous, autant de plaisir que nous, on a eu à la préparer, la concocter, j'allais dire, pour vous ce soir. Voilà. Merci Yann, merci, on peut vous applaudir. Merci en tout cas pour cette confiance, et puis l'épilogue de cette soirée avec le président de l'UE35. Nous aurons l'occasion d'aborder, cher Philippe, un jeu de questions-réponses à la fin de cette plénière. J'ai veillé avant, juste un mot pour Philippe. Philippe veille, il m'a dit surtout sur scène, tu arrêtes de mettre en fait ton porte-monnaie dans ta poche, c'est horrible. Philippe, tu vois, j'ai fait attention, j'ai écouté. La première table ronde tout de suite, et je vous demande d'accueillir les trois premières personnalités qui vont agrémenter nos échanges de cette fin d'après-midi ici au Ponant. On accueille Éric Woerth, Alexandre Sebaud et Marc Toiti sous vos applaudissements. Merci à vous trois. Vous allez agrémenter les échanges de cet après-midi. Monsieur le ministre et député Éric Woerth, un petit mot. En cette année présidentielle, c'est important de se poser aussi des questions, les bonnes questions, la place de l'entreprise. Il y a des inquiétudes, il y a aussi des espérances. C'est le moment aussi de les confronter, ces échanges. Oui, bien sûr. Enfin, ce temps, et chacun le sait ici, il est essentiel parce que la France, elle doit changer. Elle doit changer aussi pour se protéger, mais elle doit changer aussi pour progresser. Et ce changement, il passe par des réformes qui parfois sont difficiles à faire. Et l'élection présidentielle qui vient sera le moment d'un débat, à mon avis, approfondi, comme l'a été la primaire de la droite, mais sera le moment d'un débat extrêmement approfondi sur les propositions faites par les uns et par les autres. Donc c'est un moment, je pense, très fort pour notre pays, probablement un moment clé pour les Français dans leur ensemble, mais aussi pour les entreprises. Il faut replacer les entreprises, comme on dit en général dans les projets depuis des années, au cœur des préoccupations. Il faut le faire vraiment. Ça n'a probablement pas été fait suffisamment. Alexandre Sebaud, vous êtes vice-président du MEDEF. C'est le moment justement de faire porter sa voix auprès des différents candidats qui vont s'élancer pour cette campagne présidentielle. Mais on a l'impression que l'heure est quand même grave. On est aussi à un véritable tournant, économiquement parlant, politiquement parlant. Les échanges que vous aurez avec les différents candidats doivent porter vraiment leurs fruits et être entendus. Je pense qu'il y a une opportunité formidable avec l'échéance du printemps prochain, d'ailleurs, quel que soit le vainqueur. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans notre pays ces dernières années du rôle central de l'entreprise. Et ça fait un peu plus de 18 mois que je suis président de l'UMM, presque 12 que je suis vice-président du MEDEF. J'ai fait plus de 60 déplacements dans tout le pays, dans tous nos territoires. Et j'y ai vu une compétence, une vitalité, une envie de faire et de faire plus extraordinaire, qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on leur dise qu'on a confiance et qu'on libère toutes ces contraintes, toutes ces barrières, toutes ces obligations qu'on a construites année après année depuis 40 ans et qui vont nous permettre de faire repartir le pays vers la croissance et le plein emploi. C'est possible, il faut y croire. Alexandre, est-ce que cette année, pour ces élections, on a plus d'espoir que d'habitude? Parce qu'à chaque élection, on dit, ça y est, cette fois-ci, on va leur dire, ils vont tout comprendre et ils vont l'appliquer. On a plus d'espoir cette année? Je ne sais pas si on a plus d'espoir, mais en tout cas, c'est plus nécessaire que jamais. Le pays, si on compte bien, a presque 6 millions de chômeurs, presque 10 millions de pauvres. Quand on regarde sur la dernière période par rapport rien qu'à nos voisins européens, on décroche économiquement. Donc la nécessité de changer quelque chose est aujourd'hui reconnue par tous. Et puis je crois que l'opinion publique ces dernières années a quand même bien compris que l'entreprise n'est plus le problème, mais c'est une grande partie de la solution. Maintenant, il faut passer à l'étape 2, c'est qu'au-delà du concept de l'entreprise, il faut que les mesures pour l'entreprise puissent être prises et acceptées par tous. Marc Toiti, économiste réputé, vous êtes le président du cabinet ACDEFI. Cette période d'élection présidentielle, la plus importante pour le pays et pour le territoire, donne forcément matière à un économiste de penser, de réfléchir, d'analyser, d'expliquer. C'est ce que vous
vous allez nous faire tout à l'heure en troisième partie de cette plénière. Comment vous la qualifiez, vous, économiste, cette période que nous traversons? Je dirais que c'est assez simple. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis envie d'être parmi vous à Rennes, toujours avec grand plaisir, bien entendu. J'ai envie de dire, très honnêtement, pour reprendre ce qu'on vient de dire, c'est qu'on n'a plus tellement de temps. À perdre. À perdre, bien sûr. Ouais. Ça fait déjà 25 ans qu'on doit faire des réformes. Aujourd'hui, on parle effectivement, dans mon dernier livre, j'ai noté les programmes des candidats, effectivement. Et c'est vrai que donc j'avais donné à François Fillon la meilleure note, qui était que 7 sur 10, mais c'était quand même la meilleure note. Hein. Pas que des candidats de droite, hein, tous les candidats. Et c'est vrai que, bon, pour l'instant, on y arrive, on verra s'il sera élu. Mais je veux dire, le vrai enjeu, il est là. Ça fait 25 ans qu'on parle de réforme. Aujourd'hui, on le compare à Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, dans les années 80, parce que je veux dire, c'était une économie britannique minière, etc., industrielle. Le monde a complètement changé. Et on continue aujourd'hui de faire des références à Margaret Thatcher aux années 80 ou à Schroeder aux années 2000. On est en 2017 bientôt. La France est le dernier grand pays qui n'a pas modernisé son économie. Alors on a fait des petits essais, des petits efforts, effectivement, tant mieux, mais c'est quand même dommage. Aujourd'hui, bon, on en reparlera, je ne vais pas faire tout le débat, mais la dépense publique en France est 57% du PIB, l'un des niveaux les plus élevés au monde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait le calcul, j'ai cherché le nombre de pays qui faisaient plus que nous dans le monde. Sur 180 pays qui font plus, listés par le FMI, il n'y a que 6 pays qui font plus que nous. Mais attention, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez les îles Kiribati. Vous voyez, les îles Tuvalu, les îles Marshall. On pourra faire une carte parce donc c'est un club très select. Vous voyez, c'est-à-dire pour rentrer effectivement. Il n'y a pas l'île est vilaine par hasard. L'île est vilaine, non, ça va. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Très honnêtement, et j'espère vraiment qu'en 2017, parce que c'est ça aussi le danger. C'est pourquoi ça fait plaisir de voir des salles aussi remplies, parce qu'il y a justement une demande de pédagogie, une demande de compréhension de l'économie. Le vrai drame de l'économie en France, c'est qu'on n'a pas de culture économique. C'est ça le danger. Bien. Merci en tout cas à vous trois. Vous êtes nos trois grands témoins. Vous allez pouvoir réagir sur de véritables témoignages, des témoignages de dirigeants d'entreprises de notre territoire brétilien. Première explication de cette thématique, de cette économie et de cette entreprise collaborative, c'est tout de suite. Mais avant d'accueillir nos trois responsables d'entreprise, regardez ces témoignages de chefs d'entreprise dans ce film de 4 minutes. Je suis à la tête d'une société de 48 personnes qui connaît une croissance et va voir d'ici peu son effectif augmenter et passer le seuil des 50 personnes. Ce changement de seuil va nécessiter la mise en place d'organes représentatifs des salariés type CHSCT, CE, qui peuvent générer de la désorganisation, des coûts financiers supplémentaires et aussi une dilution des rapports entre gérants et salariés. Le coût financier est évalué entre 20 et 30 000 euros annuels. Mais aujourd'hui, notre problématique dans nos métiers traditionnels d'artisanat haut de gamme, c'est de trouver des personnels très qualifiés qui sont extrêmement rares sur le marché. Et ce que nous constatons, c'est que les centres de formation dans nos métiers sont de plus en plus rares et ont tendance à se vider de plus en plus. La France a aujourd'hui le premier domaine maritime mondial, devant les États-Unis. Depuis 20 ans, nous n'avons aucune représentativité au sein de l'État. Nous n'avons aucun ministre, nous n'avons que des secrétaires d'État qui changent au gré des remaniements. Ce manque de représentativité fait de la France un pays à la traîne et non pas un pays leader. Nous n'avons aucune défense de nos intérêts au sein de l'Europe. Pour exemple, le FEAMP n'a pas été voté il y a 2 ans de ça par manque de représentativité de la France. Que l'origine soit à cause des sociétés de transport des pays de l'Europe de l'Est ou à cause des sociétés françaises, une des problématiques du transport routier est une forme de concurrence déloyale liée à l'utilisation abusive des 3,5 tonnes pour le transport des charges lourdes. Les 3,5 tonnes, souvent en surcharge, provoquent bien plus d'accidents de la circulation que les poids lourds. Au-delà, les heures des conducteurs-livreurs sont incontrôlables et les forces de l'ordre relèvent souvent des infractions graves à la réglementation, que ce soit en matière de travailleurs étrangers ou de travail dissimulé. Moi, si j'étais élu président, je mènerais une politique forte en faveur de l'alternance des contrats de qualification, à la fois en communication pour attirer plus de jeunes vers nos métiers et également en mettant en place des parcours de formation au sens initiation
afin que les jeunes qui se lancent dans nos métiers le fassent en toute connaissance de cause, pour éviter un gâchis important que je constate aujourd'hui, à savoir des jeunes qui débutent des formations et qui ne vont pas au bout du parcours et abandonnent en cours de route, ce qui est un gâchis important pour eux, pour les entreprises et pour la collectivité. Moi, si j'étais élue présidente de la République, je rétablirais l'obligation de formation continue qui a été supprimée en 2004 pour cette catégorie de conducteurs. Et j'obligerai la pose de chronotachygraphe dans les véhicules 3,5 tonnes, mais uniquement pour les professionnels du transport. Cela permettrait de diminuer l'accidentologie et de pouvoir comptabiliser et contrôler toutes les heures de travail de cette catégorie de conducteurs, ce qui serait plus équitable pour la profession. Enfin, un point sur l'environnement, et contrairement aux idées reçues à la tonne transportée, les poids lourds émettent beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère que les 3,5 tonnes. Moi, si j'étais élu président de la République, je ferais passer les seuils d'effectifs de 50 à 100 salariés pour les élections du comité d'entreprise et du CHSCT et pour les autres obligations sociales. Moi, si j'étais élu président de la République, je nommerais un ministre d'État chargé du domaine maritime. Je nommerais également un secrétaire d'État chargé à la pêche et à l'aquaculture issu de la société civile. Avoir un ministre et un secrétaire d'État nous permettrait d'être défendus au niveau européen et mondial. Cela nous permettrait d'avoir une vraie politique européenne et une défense claire de nos intérêts à Bruxelles. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir bien fort parce que nous avons en Bretagne et sur ce territoire brétilien, en Ille-et-Vilaine, vraiment des acteurs qui donnent toujours énormément, des dirigeants d'entreprise qui sont toujours là pour faire de la pédagogie, décrypter l'économie et puis essayer de faire avancer les discussions. Monsieur le ministre Woerth, sur ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce qui vous paraît réellement arriver en filigrane de ces demandes et surtout de ces attentes? C'est à la fois des demandes de liberté et des demandes de protection. Parce que quand notre ami dit j'ai besoin d'un ministre ou d'un secrétaire d'État, on se dit voilà, de nouveau de l'État, de nouveau des règles, de nouveau de la puissance publique, de nouveau des obligations, de nouveau des contraintes. En vérité, il parle de l'Europe. En vérité, il dit on a besoin de se protéger par rapport à une législation européenne qui doit être de plus en plus, probablement, enfin dans laquelle la France doit être de plus en plus active. Ça, c'est un point très important. Et puis pour le reste, c'est de la formation, c'est de l'apprentissage et c'est de la liberté. Laissez-nous faire, c'est ça que j'entends. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs à peu près partout. Et en vérité, c'est ce qu'il faut absolument faire. On va essayer de donner beaucoup de liberté aux entreprises et aux entrepreneurs que vous êtes. Et cette liberté, il faudra évidemment l'utiliser à plein. Mais on en parlera tout à l'heure. Liberté du temps de travail, dialogue dans l'entreprise, une formation professionnelle revue, un apprentissage élargi. Toutes ces questions sont majeures. Mais il y a aussi à ce moment-là une responsabilité de l'entreprise. Dans le domaine de l'apprentissage, il faut prendre des apprentis. Ce n'est pas uniquement un problème d'entreprise, il y a un problème d'artisans et toute forme d'entreprise. Mais il faut que ces jeunes ils trouvent aussi leur place à un moment donné dans l'entreprise et il faut qu'ils aient ce contact avec l'entreprise et le monde professionnel très tôt si on veut éviter d'avoir 100 000 ou 150 000 personnes qui décrochent, de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation. On va reparler formation tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas plutôt un message de reconnaissance en disant nous, entreprises, on a le sentiment que les politiques ne nous entendent pas, ne nous comprennent pas? C'est pas ça plutôt? Enfin, j'en sais rien. Peut-être. C'est toujours le cas. De toute façon, on n'écoute jamais suffisamment et probablement quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment entendu ce qui nous était dit. Mais on ne fait pas que des erreurs. La France, elle s'est aussi d'ailleurs réformée parce que j'entendais tout à l'heure, mon Dieu, la France, elle s'est aussi réformée. Il n'y a pas eu que des mauvais moments. C'est aussi une France qui a évolué, certes pas assez. Et simplement, on doit, pour reprendre la notion de seuil, on doit maintenant franchir un seuil nouveau. Qui est un seuil dans lequel on doit se mettre au standard. Si on ne se met pas au standard européen sur beaucoup de sujets, ça ne veut pas dire abandonner notre culture ni notre modèle de vie. Si on veut être plus compétitif, c'est-à-dire au fond s'il y a des emplois et de la richesse à répartir, il faut à ce moment-là faire beaucoup d'efforts et faire beaucoup d'efforts maintenant. Alors permettez-moi de vous présenter les trois dirigeants d'entreprise qui vont pouvoir aussi vous interpeller durant cette première table ronde. Grand merci à vous, Fabienne Belloir, vous représentez l'entreprise Texier. On va voir que les salariés ont entrepris quelque chose de très intéressant et je crois que vous en avez profité pour faire un peu des courses. Voilà, j'ai fait mon Pierre Bellemare mais en plus jeune quand même. Donc Texier, voilà, c'est ça. Donc Pascal, tout va bien, je t'ai acheté 2-3 sacs. Alors j'ai pris celui-là. C'est le même que le tien. Hein. Pratiquement. Ouais. Et puis j'en ai un autre.
J'ai promis d'aller montrer voilà, tout ce que cette excellente société sur ce territoire fait. Elle va vous expliquer pourquoi je fais autant de pubs, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, mesdames, avec un sac comme ça. Et vous avez pris vraiment votre destin un peu en main. Pascal, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Merci également à Frédéric Lagagny. Alors c'est un petit peu plus encombrant, ce sont les voitures, puisque vous êtes, vous, le directeur du site de PSA La Jeannée. Et merci beaucoup à Anne Lemaine, la présidente de Buroscope, d'être autour de cette table. Buroscope 1984, installé dans une pépinière d'entreprise sur la technopole de Rennes-Atalante. Alors je me suis un petit peu penché sur le mot collaborative. Cette entreprise collaborative. Et en échangeant avec vous, pour préparer cet entretien, vous m'avez dit, il y a une chose, le premier mot qui arrive, vraiment, c'est le mot humain. Placer l'humain au cœur du dispositif. C'est ça pour vous, cette thématique, Anne Lemaine ? L'entreprise, à mon avis, ne peut fonctionner que sur l'humain. Enfin, quand j'ai créé mon entreprise il y a 32 ans, j'étais toute seule, j'ai rêvé comme une gamine de 28 ans de créer des emplois, je l'ai fait. Donc aujourd'hui, on est 32. Mais c'est forcément autour de la confiance, de la bienveillance et de la transparence qu'une entreprise fonctionne. Et ça fonctionne bien. On m'a souvent dit « Oh, toi, de toute façon, tu es une bisounours. » Ok, mais ça fait 32 ans que ça dure. Et j'ai eu, il y a 2 ans, une maladie assez grave qui a fait que j'ai dû partir quelques mois. Et l'entreprise a marché sans moi. Les 30 salariés se sont débrouillés. Et l'entreprise n'a jamais fait autant de résultats que cette année-là. Donc, je les ai félicités. Donc, voilà, effectivement, pour moi, c'est l'humain qui est au cœur de tout. C'est un petit peu, si on prend, vous allez nous expliquer vraiment, Fabienne Belloir, lorsque l'on est obligé de trouver des solutions, on va chercher et puiser au fond de soi-même et, dans ces cas-là, collectivement, les mesures pour sauver ce qui est très important, c'est-à-dire l'emploi, l'histoire et ce que peut représenter une marque comme la vôtre. Expliquez-nous vraiment ce qui s'est passé il y a quelques mois au sein de l'entreprise Texier. Effectivement, donc l'entreprise Texier est une fabrique de maroquinerie qui prône le Made in France exclusivement. Et elle a été créée en 1951 par monsieur Louis Texier, qui a commencé à fabriquer des sacs avec des tout petits morceaux de cuir. Et pour l'anecdote, ce monsieur a vendu son premier fusil pour acquérir sa première machine à coudre. Ensuite, donc, l'entreprise s'est développée puisque ses fils sont venus l'épauler. Et hélas, en 2014, l'entreprise a connu des difficultés liées effectivement à la crise économique que nous endurons tous. Et nous avons dû licencier à peu près 70 à 80 personnes. Suite à cela, donc, M. Texier voulait reprendre son entreprise, mais d'autres personnes étaient sur les rangs. Et les salariés se sont solidarisés pour démarrer un nouveau challenge avec le groupe Renaissance dont nous dépendons aujourd'hui. L'entreprise a été reprise avec un chiffre d'affaires de 5,5 millions en 2014. Et aujourd'hui, en 2016, on peut afficher fièrement 7,5 millions avec un objectif 2018 de franchir les 10 millions de chiffres d'affaires. Notre problématique aujourd'hui, c'est de conserver le Made in France. Monsieur le ministre, quelles sont les possibilités que nous pouvons espérer pour conserver ce Made in France et sous quelle forme? On tient vraiment à notre cœur de cible local. Avant que vous répondiez, monsieur le ministre, j'aimerais juste qu'on applaudisse en fait Madame Belloir. C'est exceptionnel ce qui s'est passé dans cette entreprise. Merci. C'est une grande aventure humaine, hein. Oui, je pense que les entreprises, comme toutes les aventures, d'une certaine façon, qu'elles soient publiques ou privées, sont des aventures humaines. D'abord, vous le prouvez. Le Made in France, c'est en fait garder des entreprises compétitives. On continue à produire en France avec le savoir-faire français, avec la qualité d'innovation française, mais aussi avec les règles sociales françaises, c'est-à-dire un respect, un droit du travail. On l'évoquera évidemment, un droit du travail qui doit considérablement évoluer, mais quand même où chacun est estimé dans ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il faut réformer l'économie d'une manière très large. Baisser le coût du travail, baisser les charges sociales, réformer le marché du travail, réformer les qualifications, la formation professionnelle. Le monde politique ne peut pas y arriver tout seul. Il doit y arriver en collaboration complète avec l'ensemble des chefs d'entreprise et plus largement, je dirais, aussi avec l'ensemble des salariés. Parce que rien ne peut se faire par un blocage généralisé du pays, ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Donc le dialogue social, mais un dialogue social constructif qui se fait à partir de règles de base et pas avec une volonté simple de bloquer. En tout cas, je pense que la réponse, elle est presque plus générale, pardonnez-moi, ce n'est pas une réponse extrêmement précise à votre question,
mais elle est très précise en ce sens que c'est la société entière qui doit évoluer, on doit regarder l'entreprise autrement, les financements doivent être donnés autrement. Tout à l'heure, vous parliez de bienveillance, l'administration doit être bienveillante. Aujourd'hui, elle est malveillante souvent par rapport aux entreprises. L'inspection du travail ou l'inspection des impôts est aujourd'hui souvent malveillante par rapport aux entreprises. Donc il faut cantonner les règles administratives là où elles doivent être pour faire en sorte que chacun puisse produire en toute égalité, ce qui n'est pas le cas notamment en fonction d'un certain nombre de sociétés du numérique, mais cette égalité, elle doit être progrès, et le progrès, c'est la liberté. Plus de liberté partout. Alexandre Sobo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais d'abord, au cœur de l'entreprise, il y a l'homme. Et plus on lui donne une aire de jeu, un espace de liberté grand, et plus il pourra montrer ce qu'il est capable de faire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un entrepreneur français qui pense que ce soit en baissant les salaires français au niveau des Chinois qu'on va s'en sortir. Il y a une compétence, il y a un savoir-faire, il y a une formation. Et il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui ne trouvent pas les compétences, qui n'arrivent pas à recruter, ou bien qui ont des idées qu'elles ne peuvent pas mettre en œuvre, ou bien elles doivent se mettre aux frontières de la légalité pour les mettre en œuvre, pour s'en sortir, pour se développer. Et je pense qu'il faut juste repenser l'écosystème autour de nos entreprises pour que toutes les bonnes idées qui sont dans nos entreprises, nos collaborateurs ont les réponses à 90% de nos difficultés. Comment est-ce qu'on les met en situation de nous donner ces réponses, de travailler ensemble, parler de collaboratif. C'est juste l'idée de travailler ensemble au-delà des organisations, des hiérarchies, les outils, le monde de demain sera de plus en plus collaboratif. Il faut que la règle nous donne cet espace de liberté pour qu'on en tire le meilleur. Frédéric Lagagnier pour PSA. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui doit avant tout préparer ses collaborateurs aux grandes mutations et transformations de notre société ? Oui, alors avant tout, effectivement, une entreprise collaborative, c'est une entreprise dans laquelle on construit ensemble. C'est construire avec les salariés. Le chef d'entreprise, les dirigeants doivent donner la ligne directrice de la transformation, de la mutation vers laquelle il faut aller. Et il faut, avec les salariés, avec les représentants, définir les chemins pour y parvenir. Et aujourd'hui, on le voit bien dans les entreprises, on arrive à faire évoluer bon nombre de choses, de faits de société. Je pense par exemple les notions de télétravail ou je pense même aux opérations de dons de jours de congé qui sont arrivées avant dans les entreprises, avant que le législateur réfléchisse à ce genre de choses. Ça veut dire que par le biais du bon sens, par le biais du dialogue, on arrive à construire des chemins avec les salariés pour aller de l'avant et éventuellement aller plus loin dans la transformation d'une entreprise. Quitte à effectivement faire, on le voit régulièrement, toutes les semaines, des accords de transformation, de compétitivité ou de performance, peu importe le nom, qui se déroulent dans les entreprises. Pour autant, on le voit, on est quand même assez encadré sur ce genre d'opération, assez bridé. On manque probablement de liberté pour arriver à définir ensemble, localement, parce que localement, on arrive à donner du sens à la transformation, on arrive à expliquer pourquoi c'est intéressant de faire ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que bien souvent, pour reprendre les propos de M. Sobo, on peut être amené à faire des choses qui sont limites et qui se font parce qu'effectivement, collectivement, on est tous d'accord, mais probablement, on est aux frontières, des entreprises peuvent être en limite par rapport aux frontières du juridique. Et aujourd'hui, il faut probablement changer un petit peu des choses dans ce domaine pour pouvoir faire les transformations qui sont nécessaires. Vous avez une question vraiment précise à poser à nos intervenants? Oui, donc ma question, c'est effectivement plutôt dans ce domaine des transformations. Comment on peut arriver à peut-être mieux sécuriser ce genre d'opération, peut-être en libérant un certain nombre de paramètres, notamment dans le Code du travail ou dans la partie juridique, pour qu'on puisse donner un espace de liberté dans les entreprises pour décider collectivement de notre avenir. Pour reprendre un petit peu l'exemple de l'entreprise Texier, c'est vrai qu'ici à Rennes avec PSA, on a aussi eu l'opportunité de faire ce genre d'opération. Une entreprise, on le voit bien, arrive à prendre en main son propre destin et pour cela, il faut lui laisser le champ des possibles le plus ouvert. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément toujours ce domaine-là et je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à comment on peut aller plus loin. Éric Woerth. On a évidemment beaucoup réfléchi là-dessus avec souvent des chefs d'entreprise ou des économistes. On a regardé aussi ce qui se faisait à l'étranger. Pas lui. Pas vous? Pas vous. Vous n'avez pas voulu venir, c'est pour ça. J'ai été invité, je suis désolé. Et Isabelle Le Calenette, qui est là, que je salue, a beaucoup travaillé avec François Fillon sur tous ces sujets. L'idée, elle est quand même assez simple, c'est de dire que plus les choses se passent dans l'entreprise, mieux ça vaut. Plus on éloigne le dialogue de l'entreprise,
au fond, vous savez à peu près quels sont vos problèmes. Plus on éloigne, moins ça marche. Donc il y a des négociations de branche. Elles sont utiles et souvent nécessaires dans un certain nombre de cas, et on doit préciser lesquels. Mais la grande majorité des accords doivent être dans l'entreprise, que ce soit sur le temps de travail, mais aussi que le code du travail vous permette d'embaucher plus librement. En réalité, ça veut dire embaucher plus librement, ça veut dire aussi pouvoir rompre un contrat de travail à un moment donné parce que l'entreprise ne peut pas, malheureusement, pour des raisons économiques, supporter des emplois pour des raisons conjoncturelles. Mettre, par exemple, les motifs de rupture du contrat de travail dans le contrat de travail lorsque c'est possible. Faire en sorte que il n'y ait pas un contrat de travail qui prenne des droits au fur et à mesure du temps et que le chef d'entreprise sache s'il rompt ce contrat, combien ça va lui coûter. Mais en même temps que le salarié soit lui-même rassuré et protégé. Il y a au fond toujours cet aller-retour. On est en France et c'est très important. On parlait tout à l'heure d'humain, avec toujours cet aller-retour qui est la possibilité pour le chef d'entreprise de faire vivre librement son entreprise et au fond de protéger son entreprise et d'autres salariés, de passer un mauvais cap et en même temps de protéger le salarié qui à un moment donné peut se retrouver en dehors de cette entreprise. Si aucun emploi marchand n'est aujourd'hui créé en France, ça veut dire évidemment qu'on crée une forme de précarité souvent supplémentaire. Donc ça ne peut fonctionner, cette liberté ne peut être comprise à mon avis par les personnes que si plus largement la société française s'ouvre, le marché du travail s'ouvre. Vraiment la négociation elle doit être dans l'entreprise. Et puis deuxième point, il faut la stabilité dans les règles. On ne peut pas sans arrêt changer les règles, que ce soit des règles fiscales ou les règles sociales. C'est sûrement insupportable. Moi, je préfère maintenant, au fond, des règles plutôt moyennes que de chercher la meilleure des règles possibles qu'on n'atteint jamais. Donc, résultat des courses, tous les ans, on en rajoute. Donc, il faut clarifier, simplifier et négocier au niveau de l'entreprise. Alexandre Sobo, qu'est-ce qu'on négocie en ce moment? Quelles sont les visions? Quels sont les points de discussion qu'on a avec les politiques sur les sujets de dialogue social et de seuil aussi d'ailleurs? Le grand enjeu, c'est effectivement autour des exemples réussis, il y en a de plus en plus, de bien réussir à montrer à l'opinion publique que en fait, la négociation dans l'entreprise, c'est là qu'elle est le plus efficace et sans doute là aussi qu'elle est le moins injuste parce qu'elle prend en compte la réalité. On a encore une culture dans notre pays de l'exploitation de l'homme par l'homme, du lien hiérarchique ou du lien de subordination qui fait qu'on imagine que la loi doit absolument dans tous les domaines protéger le salarié et que sa capacité collectivement à défendre ses intérêts, c'est-à-dire aussi à défendre la capacité de l'entreprise à croître, n'est pas assurée. C'est ce paradigme qu'il faut changer. C'est ce qui avait été initié dans la loi El Khomri et dans le rapport Combrexel, mais que le gouvernement a immédiatement refermé dans la quasi-totalité des sujets qu'il avait ouverts, sans doute surpris de sa propre audace. Et c'est cette liberté qu'il faut redonner. C'est de se dire, avec des partenaires sociaux dans l'entreprise responsables et légitimes, et là aussi je pense qu'il faut le dire avec force, la seule légitimité des partenaires sociaux dans l'entreprise, c'est l'élection. Donc il faut qu'on puisse parler avec des gens qui sont élus, et sur ce principe-là, avec un maximum de sujets à discuter, on pourra bâtir de la confiance, de la compétitivité, du développement économique et un avenir pour notre pays et nos enfants. Marc Toiti. Oui, je pense que là, on touche au cœur du sujet de la table ronde qui est sur l'économie collaborative, effectivement l'entreprise collaborative. Je pense que, moi j'appelle ça le concept d'intrapreneuriat. Je pense que le drame que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en fait, les salariés, on a justement, comme dit Alexandre, cette culture de lutte des classes, qui est dramatique, hein, depuis l'éducation nationale, depuis les petites classes, et ça continue jusqu'à Sciences Po, bref. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut sortir de là. Et là, je pense que l'entreprise a aussi une mission de service public. C'est-à-dire qu'on doit développer la culture économique des Français. Et donc c'est ce que j'appelle effectivement, comme on l'a vu là, la notion d'intrapreneuriat. Ça veut dire qu'il faut responsabiliser les salariés, leur faire comprendre que si l'entreprise va bien, ce n'est pas que pour le patron, c'est aussi pour eux. Et réciproquement, si effectivement les salariés vont bien, l'entreprise globalement ira bien en ce sens-là. Alors ça peut passer par exemple, augmenter la partie variable du salaire. Ça peut passer par simplement des cours d'économie. Comment fonctionne l'entreprise ? Comment effectivement un compte de résultat? C'est quoi un salaire par exemple? Vous avez déjà vu une fiche de salaire par exemple au Royaume-Uni, c'est 5 lignes. Chez nous, une fiche de salaire, c'est à peu près 2 pages. Vous voyez la différence. Donc voilà, ça effectivement, on a besoin de créer ce qu'on appelle du lien social au sein de l'entreprise, développer cette culture économique. Et là, c'est, je dirais, un double effet au niveau de l'entreprise et même au niveau national. Parce que si les Français, effectivement, grâce à l'entreprise, ont une meilleure culture économique, à ce moment-là, toutes les idées extrémistes et fausses, évidemment, ne passeront plus. Ça, c'est un vrai rôle social. On parlera tout à l'heure, justement, dans l'entreprise compétitive de ce
choc de simplification, mais on verra qu'il y aura des choses à dire tout à l'heure avec les témoignages. Éric Woerth, Frédéric Lagagnier et... Je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Alexandre Sauveau, c'est que on propose la fin du monopole de présentation au premier tour dans les élections professionnelles, dans les élections d'entreprise. Donc c'est très important, ça peut faire débat. L'idée n'est pas de vouloir affaiblir les syndicats parce qu'on a besoin d'interlocuteurs, mais en réalité, si on veut aller jusque dans la logique où la majorité des accords et une grande liberté est laissée dans l'organisation de l'entreprise elle-même, alors à ce moment-là, ça doit aller évidemment jusque-là. Frédéric Lagagnier. Oui, je voulais juste reprendre les propos de M. Touati, qui je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. Je voulais juste préciser une chose. Quand vous dites qu'il ne faut pas que les salariés soient encore dans la notion de lutte des classes, aujourd'hui, je vous garantis que dans les entreprises, les salariés ne sont pas avec cet état d'esprit-là. On n'a pas de notion de lutte de classe dans les salariés, même dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai la responsabilité. Je pense que c'est plus au contraire une problématique médiatique, idéologique, politique qui est véhiculée. Et ce n'est pas la réalité par contre du terrain, donc il faut justement qu'on en profite pour faire ces changements que vous proposez, parce que ce n'est pas la réalité du terrain. L'entreprise qui fait confiance, l'entreprise humaine. Anne Lemaine, il y a une chose qui est très importante aussi pour vous, c'est l'entreprise comme lieu de formation. Vous avez souvent dit que les années 80 permettaient aussi d'avoir et d'obtenir ce fameux ascenseur social. Qu'en est-il aujourd'hui et comment vous voyez ce développement de cette formation au sein des entreprises pour gagner demain, et principalement on pense aux jeunes qui démarrent? Oui, alors c'est vrai que l'ascenseur social, c'est ma génération, hein, c'est les années 70, 80. Où on pouvait monter une entreprise comme moi avec simplement le permis de conduire. Donc ça, c'est vrai que c'était le vrai ascenseur social. Et du coup, dans mon entreprise, toutes les salariés, c'est beaucoup de femmes, les 6 cadres sont toutes des personnes qui étaient secrétaires comme moi dans l'entreprise, mais que j'ai fait monter. Donc c'est ça l'ascenseur social. Mais je suis une petite entreprise, donc ce n'est pas du tout la même chose que dans une grande entreprise où on a, effectivement, il faut passer par des échelons. Mais moi, je crois beaucoup à la confiance. Petite entreprise, ça donne énormément d'emplois. Oui, moi, vraiment, je crois... Un chiffre là-dessus, vous savez, 98% des entreprises ont moins de 50 salariés. Oui. On l'oublie quand même. Oui, donc nous, dans nos petites entreprises, eh bien, on forme les gens sur le tas, on les fait monter, on leur fait confiance, on trouve des pépites, des gens qui sont extraordinaires et qui deviennent directrices adjointes, et c'est ça la petite entreprise. Dans nos petites entreprises, on n'a souvent pas de syndicats. Donc effectivement, les contrats, ça va être autour à la cafétéria, autour d'impôts, et puis on va être tous d'accord ensemble. C'est ça la petite entreprise qui représente effectivement 80% du tissu économique. Et ce que je voudrais dire, et ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir des lois un tout petit peu différentes pour les TPE ou pour les grandes entreprises? Sur la simplification administrative, par exemple, je connais une dame qui a un petit commerce et qui ne peut même plus faire ses 2 feuilles de paye parce qu'elle n'y comprend plus rien. Donc elle est obligée de faire appel à un expert comptable. Est-ce qu'on ne pourrait pas individualiser un petit peu plus les procédures administratives et les lois en général? Je pense que la simplification est indispensable, mais pour rencontrer des chefs d'entreprise de toute taille, les petits, les moyens et les grands trouvent que c'est trop compliqué et seraient ravis de bénéficier de la simplification. Donc, il ne faut pas rajouter des seuils. Tout le monde a besoin de cette simplicité, même si les grands ont un peu plus de moyens pour y faire face. Et c'est un peu moins dommageable. Je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut leur donner cette simplicité dans leur vie qui va leur permettre de consacrer des ressources à développer leur entreprise. Payer quelqu'un à surveiller la production réglementaire de l'État, c'est quand même juste une folie. Éric Woerth. Oui, attention aussi aux effets de seuil. Il faut faire, voilà, on va mesurer. Alors une TPE, c'est jusqu'à temps. Alors tout ça, c'est de classification. Alors, il y a des régimes fiscaux, vous le savez, qui varient, qui peuvent varier. Mais probablement, l'idée générale, c'est quand même de faire baisser l'ensemble du niveau de la mer. Enfin, pas en Bretagne, mais faire baisser cette marée législative et réglementaire, elle doit aussi baisser pour tous. Et probablement, on doit aussi laisser de la liberté aux entreprises d'opter pour tel ou tel choix. On peut avoir dans des grandes entreprises, parce qu'elles ont la capacité à avoir un certain nombre de règles très, très importantes, parce qu'elles le choisissent et parce qu'au fond ça les arrange, et puis de l'autre avoir beaucoup plus de liberté pour d'autres types d'entreprises. Et puis, dernier point, il faut quand même que les salariés aussi aient des droits qui soient les mêmes.
dans un certain nombre de cas. Le salarié français, il doit être à peu près traité de la même manière, qu'il soit dans une grande ou dans une petite, même si parfois le risque est évidemment plus fort, même si le salaire n'est peut-être pas le même, même si le 13e mois ou la complémentaire n'est pas le même. Il y a cette notion de droits fondamentaux. Il faut beaucoup de flexibilité, il faut surtout baisser la densité de normalisation et la densité de réglementation. Je suis d'accord avec vous et je pense effectivement que tous les salariés doivent avoir les mêmes droits et ça, j'y suis très attachée. Pour autant, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je pratique le télétravail, je fais confiance, toutes les collègues peuvent travailler chez elles 2 jours, 3 jours, je ne regarde pas leurs horaires, elles font ce qu'elles veulent parce que ce qui prime, c'est le résultat. Mais je suis complètement borderline, je n'ai pas le droit de faire ça. Il faudrait normalement que je fasse venir la médecine du travail pour voir si la personne est bien... que le meuble est bien par rapport à la lumière, qu'elle s'arrête bien de travailler à 17h30. Dans les petites entreprises, je peux vous le dire qu'on en est beaucoup à être très borderline là-dessus. C'est vrai pour le temps partiel, c'est vrai pour beaucoup de sujets, on va beaucoup trop loin. Et puis il faut réduire le champ d'intervention de l'inspection du travail. Réellement, elle ne peut pas avoir une option parfois extraordinairement idéologique sur ce qu'est l'entreprise. C'est impossible, on ne peut pas travailler de cette façon-là. Donc il faut qu'il y ait un champ, il y a un champ européen qui est défini, il faut que ce soit celui-là sur un certain nombre de faits, mais il faut laisser l'entrepreneur extrêmement libre dans le cadre d'un dialogue avec ses salariés. Alors il nous reste un petit peu plus de 2 minutes pour cette table ronde. L'entreprise, alors en termes de création de richesse et de redistribution, Frédéric Lagagné. Vaste sujet. C'est vrai que l'entreprise est avant tout forcément un lieu de création de richesse. Et il ne faut pas avoir d'autres idéologies que celle-là. Il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de richesse. Ça, c'est clair. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces richesses? Et effectivement, il faut être vraiment dans une logique où on répartit de manière juste entre les salariés, les propriétaires de l'entreprise et les investissements. Repartir de façon juste, ça ne veut pas dire forcément faire 3 tiers équivalents chaque année, parce qu'effectivement, il faut prévoir les changements, et il y a peut-être des moments où on fait au contraire beaucoup plus d'investissements, et pour préparer l'avenir, avec le volet formation dont on vient de parler, et puis probablement d'autres moments où il vaut mieux rétribuer les salariés ou les propriétaires, mais bien sûr que l'entreprise doit rester un lieu de création de richesse, parce que sinon, il n'y a pas d'emploi demain. C'est une thématique qui vous parle, hein, Fabienne Belloir? Oui, effectivement. Donc nous, dans notre parti, on est surtout dans un redéveloppement total. Donc on redémarre, on va dire, quasiment à zéro, puisque le réseau s'était un petit peu effondré. Donc là, on a repris des parts de marché et le but est quand même d'ouvrir, si possible, des espaces corner aujourd'hui dans les grands magasins et d'orienter vers l'international. On a la chance d'être rentré au printemps Alma depuis 1 mois, et c'est plutôt très porteur puisque c'est du produit local. Je pense que les gens en sont conscients, et je maintiens qu'au niveau de nos salariés, beaucoup ont une conscience professionnelle et un énorme savoir-faire qu'ils ne veulent pas laisser partir. Alors la thématique, c'est nous, président. Anne Lemaine, vous avez aussi parlé d'un véritable rêve, c'est-à-dire d'une société aujourd'hui qui serait réconciliée. Pour quelles raisons et on fait comment ? Alors on va encore me dire que je suis bisounours, mais tant pis. Oui, je rêve. Je rêve d'une société réconciliée. Je rêve qu'on arrête d'opposer les entreprises avec les salariés, les jeunes avec les pauvres, le public avec le privé, la gauche avec la droite, et qu'on mette les valeurs et le partage et la répartition des richesses au centre de tout. Parce qu'on n'est rien sur cette terre, on ne fait que passer. Mais par contre, si on le fait en partageant et en étant un peu plus solidaire, je pense qu'on a tout à gagner. Eric Woerth. Non mais moi j'aime bien, au contraire, je pense que tout le monde le souhaite. Moi je trouve que la réponse peut-être plus précise à cela, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont, enfin on fonctionne beaucoup à 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on est dans la même situation et on n'est pas traité de la même manière. C'est ça qui ne va pas. Quand vous êtes dans la fonction publique, finalement vous avez un régime de retraite qui n'est pas calculé de la même manière que quand vous êtes dans le secteur privé. Alors ça peut s'expliquer, tout ça, on ne va pas revenir sur le passé, mais au fond la société française ne le supporte plus. Lorsque vous êtes dans la ville ou dans la campagne aujourd'hui a le sentiment d'être totalement délaissée, abandonnée, totalement en voie de désertification, on n'a plus accès aux médecins et à plus grand chose. Et ça, c'est pas possible non plus. Tous les territoires ont leurs richesses, leurs valeurs.
valeurs. Et il doit y avoir un certain nombre de règles absolument fondamentales. C'est vrai aussi dans le numérique. Il ne peut pas y avoir une société du numérique qui ne paierait pas d'impôts ou dont le droit social ne serait pas exactement le même que pour celui qui décide de faire autrement et de continuer à travailler comme il l'avait fait depuis toujours, sur lequel il y a évidemment un marché. Il faut qu'on essaye de bien faire en sorte que la société progresse, qu'on la fasse progresser, mais qu'on rectifie tout ce qui peut sembler être des injustices qui sont aujourd'hui insupportables pour la plupart des Français. Dans le domaine de la formation, parce que c'est le sujet d'Anne, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, on parlait du contrat d'alternance. Deux chiffres rapidement. En Allemagne, souvent on prend d'ailleurs l'Allemagne, parfois à tort d'ailleurs, mais on va prendre l'Allemagne quand même comme exemple. 1,4 million aujourd'hui d'apprentis en Allemagne, quand en France, ils sont 400 000. 55,7% des jeunes sont passés par l'apprentissage en Allemagne, contre 26 en France. Pourquoi ? Je pense qu'il faut simplifier quand même un peu il y a un truc qui ne marche pas, parce que tous les gouvernements de droite ou de gauche se sont fixés des objectifs qui n'ont pas été réussis. Donc il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a deux filières au fond d'apprentissage ou d'alternance entre les lycées et puis les formations, la filière plus professionnelle. Il faudrait commencer à tenter d'unifier cela. Ça n'existe pas en Allemagne. Les régions doivent jouer un rôle plus important en ce qui concerne, il faut toujours qu'il y ait des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ça doit être la région et pas d'autres pouvoirs publics. Et puis, il faut aussi quand même qu'à partir du moment où ça devient un mode d'intégration dans la vie professionnelle, on n'a pas à juger s'il est meilleur ou s'il est moins bon. Au fond, c'est un ascenseur comme un autre. Voilà, vous avez choisi cet ascenseur-là et il est en général excellent. Il faut quand même que les entreprises prennent des apprentis. Et dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, beaucoup, notamment des petites, bien sûr, reculent devant le fait de prendre un apprenti, même lorsque le patron a été apprenti lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est du temps, parce que c'est des normes, c'est compliqué, l'apprenti il coûte cher, il coûte trop cher, beaucoup trop cher, donc il faut réviser le statut de l'apprenti, et on voit bien qu'il y a des blocages par ça. Donc il faut pour relancer l'apprentissage, il faut assez quand même fortement réformer les conditions de l'apprentissage, et à ce moment-là, j'espère que les choses se réouvriront. On voit monter, Eric Woerth, les contrats de professionnalisation qui sont souvent plébiscités par les entreprises parce que c'est l'occasion en 2 années de faire un véritable travail et de suivre un apprentissage et de cours à côté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut aller encore beaucoup plus loin ? Tout ce qui peut mettre les Français dans l'entreprise est terriblement important. Tout ce qui fait qu'il y a un contact à un moment donné qui débouchera à un autre moment par un job, par un métier dans cette entreprise ou dans une autre est essentiel. Tout ce qui permet d'avoir un métier est essentiel. Et toute l'action doit être... Au fond, par exemple, les budgets qui sont consacrés aujourd'hui aux emplois aidés, j'ai rien contre les emplois aidés, il fallait en faire, mais ces budgets sont aujourd'hui tout à fait considérables, c'est plusieurs milliards d'euros. Ce budget devrait être totalement ou quasi totalement recentré sur l'apprentissage et sur l'alternance d'une manière générale. Alexandre Sobo, au niveau de votre fédération de la métallurgie et du MEDEF, oui. On est très sensible à cette question et on a un objectif qui est partagé par l'ensemble du monde patronal. Le premier, c'est de refaire de l'apprentissage et de l'alternance une filière d'excellence. Et ça veut dire changer le regard des parents, des profs et des conseillers d'orientation sur ce qu'est l'alternance dans ce pays pour nos jeunes. Et ça, c'est un travail considérable qu'on ne réussira pas tout seul. C'est le premier chantier, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est encore trop souvent vu comme une filière de l'échec, même si les gens qui y rentrent font des choses extraordinaires, vu de la collectivité des parents et des jeunes, ce n'est pas la bonne filière. Donc ça, c'est le premier chantier, et on a absolument besoin d'un engagement politique et public derrière ce chantier pour... Ça va prendre du temps et il faut qu'on le fasse ensemble. Et puis le deuxième sujet, pourquoi le contrat de professionnalisation marche mieux que le contrat d'apprentissage ? Parce qu'il est plus court, plus souple, plus adaptable. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans l'environnement difficile qu'on connaît, les entreprises n'ont pas toujours la visibilité, la sécurité et le confort de savoir ce qui va être demain. Et donc à un moment donné, il faut être à l'écoute de leurs préoccupations pour que les outils pour faire entrer ces jeunes en alternance soient parfaitement adaptés à cette réalité pour qu'on en fasse plus. Donc oui, on n'en fait pas assez. Mais si on assouplit et si on permet de faire bien du sur-mesure, je pense qu'on a aussi des réponses positives à apporter. Je voudrais citer 2 exemples qui sont sur ce territoire pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui se passent en Ille-et-Vilaine et que vous avez bien fait d'y venir. La première, c'est qu'on a mis en place, à l'initiative d'ailleurs de Pierre Gattaz, c'est lui qui nous a donné un peu l'idée, de classe en entreprise. C'est-à-dire qu'on permet à la fois à des profs et surtout à des enfants de venir pendant 3 jours dans une entreprise. Donc tout le monde va dans l'entreprise
et on voit l'adéquation entre les cours qu'ils font à l'école, où parfois on se demande à quoi ça sert, et bien là, ils voient en fait à quoi ça sert concrètement dans l'entreprise. Et l'ensemble des entreprises aujourd'hui le font à titre expérimental, en partenariat avec le rectorat évidemment, et surtout aussi le conseil départemental, et je salue Franck Pichot qui est dans la salle. On fait un travail exceptionnel et je voulais le saluer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on fait des choses avec l'université qui sont aussi exceptionnelles. On soutient un projet, EXIT, qui est en matière d'environnement et de santé dans le numérique. Si on obtient ce projet au niveau du territoire, c'est beaucoup d'argent à la fois pour l'université et c'est au profit des entreprises et des étudiants. Je voulais le citer parce qu'il se passe sur ce territoire des choses positives et trop souvent on regarde un peu ce qui va mal alors qu'il y a des choses sur les territoires qu'il faut en fait à la fois au niveau politique et à la fois au niveau des fédérations insuffler surtout l'expérimentation, laisser les territoires s'exprimer et tester. Marc Toiti, vous souhaitez intervenir non, je vais parler tout à l'heure, donc je ne vais pas trop prendre la parole, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même 2 chiffres à évoquer par rapport, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Bien sûr que ce n'est pas le modèle absolu, mais quand même, aujourd'hui, malgré toutes les aides qu'on a pour les jeunes, etc., le taux de chômage des moins de 25 ans en France est de 25%. Donc l'un des niveaux les plus élevés du monde développé. En Allemagne, ce même taux de chômage des moins de 25 ans est de 7%. Donc c'est vrai qu'il y a moins de jeunes effectivement en Allemagne qu'en France quand même, mais évidemment c'est un pourcentage de ceux qui travaillent. Évidemment on ne met pas les étudiants dedans, c'est évident, sinon il y aurait évidemment beaucoup plus de monde. Mais ça c'est un vrai enjeu. Donc c'est ça le vrai danger, c'est qu'on crée des aides, mais on crée également des poches à précarité. C'est-à-dire qu'effectivement on va mettre des jeunes, à ta moins de 25 ans, tu vas avoir effectivement un emploi jeune, alors qu'effectivement ils méritent un vrai emploi. Et dernier chiffre par rapport à ça, c'est ça qui est complètement paradoxal. Chaque année en France, on a environ 300 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est-à-dire des entreprises comme vous qui voulaient effectivement, je dirais, embaucher, mais il n'y a personne en face, il n'y a pas la qualification en face. Donc là, il y a un vrai travail à faire que vous faites très bien ici et continuez à le faire, bien sûr, mais entre les formations universitaires, scolaires, les formations au sens large et ce que veulent les entreprises. Trop souvent, on fait des formations. On sait très bien qu'on a pléthore de Bac+5 en histoire de l'art en France. Donc, c'est très bien l'histoire de l'art, moi j'aime beaucoup. Mais les débouchés, évidemment, sont très limités. Alors qu'on va manquer de soudeurs industriels, qu'on va manquer même de plombiers, etc. Donc voilà. Donc c'est ça le vrai enjeu, et de mieux recoller les morceaux, créer du lien dans notre société. Hervé, dernière thématique de cette table ronde. Un point important, et on voulait demander à Anne un peu de s'exprimer. Voilà un exemple sur l'URSSAF. Globalement, les 20% des entreprises qui sont dans la salle sont victimes de ce que connaît Anne. Donc je vais lui laisser la parole et je reprendrai un peu quelques éléments. Anne, c'est à toi. Oui, simplement, moi je trouve que aider des jeunes à s'installer, c'est indispensable. Je suis vraiment favorable à l'entrepreneuriat. On a de plus en plus de jeunes qui se mettent à leur compte, qui sont dans un statut qui est un petit peu compliqué parce que le statut d'auto-entrepreneur, c'est super dur pour eux. Et l'entreprise qui les prend un gros risque, puisque l'URSSAF risque de requalifier en travail et de dire que l'auto-entrepreneur, c'est du travail dissimulé. Donc l'auto-entrepreneur ne gagne pas un sou, l'entreprise risque d'être qualifiée. Qu'est-ce qu'on fait de ce statut ? Et pour ceux qui ne le savent pas, la conséquence, c'est que dès lors que l'URSSAF, donc un seul contrôleur, a droit de vie ou de mort sur la société par juste un crayon et sa signature, et on se retrouve avec, dès lors que le travail dissimulé, puisque c'est de cela dont il s'agit, est qualifié et est reconnu dans tous les cas, apprécié par le contrôleur, on se retrouve avec évidemment la rétrocession de toutes les aides de l'État, c'est-à-dire les aides Fillon, c'est un mot à la mode en ce moment, avec également le CICE potentiellement. Ça fait donc, sur un exemple de redressement de 20 000 euros en fait de base, on peut se retrouver avec 500, 600, 700 000 euros par le fait du jeu des rétrocessions de la masse des aides de l'État sur Fillon. Le nom de Fillon n'a peut-être pas fini d'être à la mode. C'est pas un scoop. En tout cas, juste un mot. On a besoin de cotisations. Et les URSSAF, elles jouent leur rôle, donc on a besoin de cotisations parce qu'il y a un moteur social derrière qui est gigantesque, qu'il faut rénover, qu'il faut moderniser, qu'il faut probablement un peu rétrécir, mais on a besoin de cotisations. Et les auto-entrepreneurs, c'est très important aussi. Je pense que je connais le débat sur les auto-entrepreneurs, mais c'est très important. Et je pense que le gouvernement s'est trompé en essayant de rectifier ce statut. Donc il faudra continuer évidemment à ce qu'on puisse auto-entreprendre en France. Mais il faut consolider, il faut qu'il y ait un statut, un contrat, une règle, un statut, en tout cas un acte juridique qui permette d'éviter cela, c'est-à-dire qu'on requalifie à un moment donné le lien qu'il y a entre l'auto-entrepreneur et le donneur d'ordre. C'est absolument indispensable. Donc on proposera un statut ou une garantie juridique
un document qui permette à un auto-entrepreneur, à partir du moment où il a signé ce document avec son donneur d'ordre, qu'il n'y ait pas de requalification possible par les URSSAF. Merci en tout cas pour ce premier temps d'échange. Je crois qu'on peut remercier et applaudir Frédéric Lagagné, Fabienne Belloir et Anne Lemaine. Merci, on va vous laisser regagner la salle. Passez par là-bas. Voilà. Voilà, merci à vous. Et petit jingle pour introduire ce deuxième temps fort de cette soirée ici au Ponant à l'occasion de cette plénière de l'Assemblée Générale de l'Union des Entreprises 35. Merci et je vous demande d'applaudir nos trois nouveaux débatteurs autour de cette table. Merci à Mathieu Bochet, le PDG de Klaxoon, qui est au centre de cette table. Merci à Thierry Danjou, le gérant de Danjou Peinture, qui est à côté de vous, Hervé. Et puis merci également à Eric Philippe, le DGA du groupe Avril. Avant de vous entendre sur cette entreprise compétitive, comme en début de plénière, un reportage, 4 minutes pour bien cerner la thématique qui nous réunit, là encore, ce soir, ici au Ponant à Passé. Ma problématique, ainsi que de nombreux chefs d'entreprise, c'est notre capacité d'autofinancement pour notre développement. On dépend trop de l'aide publique pour investir et ce n'est pas sain, ce n'est pas naturel. C'est l'entreprise, c'est le marché qui doit guider notre développement et pas la subvention qui doit être la carotte qui nous attire vers des investissements qui ne sont pas forcément toujours heureux. Nous sommes dans le secteur du diagnostic in vitro, plus généralement dans la santé digitale. Ce sont des processus longs de la R&D à la mise sur le marché et nos principaux challenges sont d'assurer un financement constant et pérenne sur la durée. Et donc un des facteurs limitants aujourd'hui, c'est les ressources. Avec plus de ressources, plus de financement, plus de capitalisation, on pourrait se développer plus rapidement et on pourrait atteindre plus facilement le seuil critique pour être compétitif à niveau international. Le problème qu'on rencontre quand on est avocat ou juriste, c'est l'inflation législative, un nombre de lois très important, avec des lois de plus en plus volumineuses qui rendent complexe l'appréhension de la règle et qui sont des freins à l'activité. En comparaison de la situation en Angleterre, où l'on voit qu'il y a une stabilité qui permet aux entreprises, aux chefs d'entreprise, de savoir quelle est la solution à leurs problèmes et donc de décider beaucoup plus rapidement. Nous sommes une jeune entreprise innovante qui édite des solutions de vérification de documents. Nos clients aujourd'hui sont majoritairement des grands groupes. Notre problématique en tant qu'entreprise jeune et innovante, c'est de gagner la confiance de ces grandes entreprises. Moi, si j'étais élu président de la République, je déciderais de bloquer pendant 5 ans l'évolution législative. C'est ce qu'on appelle les lois de programmation. Ça existe déjà aujourd'hui dans le domaine de la défense. Il faut envisager que ce soit également appliqué dans le domaine économique ou dans le domaine social. Il faut aussi procéder de la même façon pour avoir une vision stratégique qui soit stable et qui permette à chacun de savoir quelle est la solution à son problème. Moi, si j'étais élu président de la République, très improbable, je serais résolument pro-business, à savoir réduire les charges, les impôts par exemple, qui sont redistribués en partie sous forme de subventions, avec des pertes en ligne. Il faut bien se rendre compte que pour 1 euro distribué, c'est pratiquement 3 euros prélevés à la source dans les entreprises, et c'est un rendement très mauvais. Mieux vaut utiliser les 3 euros très directement pour des choix d'investissement adaptés à nos besoins. Moi, si j'étais élu président de la République, je porterais une attention particulière à tous les facteurs qui font effet de levier sur la croissance, les facteurs de l'innovation et de la connaissance. Je créerais un ministère dédié qui aurait pour vocation d'identifier et d'accompagner de manière personnalisée toutes les sociétés à fort potentiel technologique pour qu'elles deviennent compétitives à un niveau international et qu'elles puissent créer de l'emploi sur le territoire français. Moi, si j'étais élu président de la République, j'inciterais les grandes entreprises à travailler davantage avec les PME.
Je mettrai en place des mesures fiscales ainsi qu'un fonds de garantie afin de limiter ces risques. Cela permettrait de stimuler le chiffre d'affaires des PME et leur permettre d'atteindre une taille critique. Ces mesures viendront en complément de celles efficaces déjà en place pour le financement de la R&D. On peut vraiment applaudir à nouveau les témoignages qui sont assez forts et qui vont parfaitement introduire vraiment cette deuxième table ronde. Éric Woerth, sentiment, tonalité générale des propos que l'on vient d'entendre. D'abord, c'est des propositions. Ça ne marche pas. Ce sont des propositions précises. Alors, bloquer pendant 5 ans l'évolution législative, pourquoi pas? Enfin, on va être au chômage avec Isabelle, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'on légifère beaucoup trop. Et d'ailleurs, il y a une partie compassionnelle dans la législation française qui ne devrait pas exister. Donc il faut se resimplifier, on l'a dit tout à l'heure, ce corpus réglementaire et législatif, et essayer de garder l'essentiel. C'est des propositions qu'on fait. On a indiqué une méthode, je ne vais pas revenir là-dessus. Puis il y a tout le problème du financement de l'entreprise, du rapport entre les grandes entreprises qui ont une responsabilité au fond aussi particulière presque. Mais il y a ce rapport au financement où on voit bien qu'il y a beaucoup d'argent en France et dans le monde, énormément. L'épargne est extrêmement élevée, l'épargne de précaution devient de plus en plus forte. On voit bien que les taux bas permettent également un certain nombre de choses. Il y a une épargne d'ailleurs élevée malgré les taux bas. Et il faut essayer de faire circuler cet argent et faire en sorte qu'il s'investisse dans les entreprises. Il y a des statuts à trouver, il y a des business angels qui ne sont pas suffisamment développés, il y a des fonds qu'il faut privilégier, il y a des règles fiscales qu'il faut essayer de privilégier, notamment par exemple sur les plus-values ou sur l'entrée ou sur la prise en compte des pertes lorsqu'on a investi. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés là-dedans. En tout cas, moi je trouve ça très positif parce que c'est des vraies propositions. Alexandre Sobo, je vous ai senti aussi très attentif. C'est encore une fois la compétitivité est quelque chose de central et je pense que là c'est assez général. Je pense que nos politiques n'ont pas assez conscience des conséquences de leurs décisions sur notre compétitivité. Et alors c'est pas très facile à vendre, mais moi j'ai une proposition, c'est que quel que soit le vainqueur de l'élection au printemps prochain, sa première grande loi soit une loi d'abrogation pour faire disparaître toutes ces règles qui nous compliquent la vie, qui ne servent plus à rien. Des exemples croquignolés, il y en a des dizaines, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Et donc, avant de mettre Isabelle et Éric au chômage, je propose que s'ils sont dans la majorité, ils commencent par voter une grande loi d'abrogation pour nous redonner ces espaces de liberté, cette capacité à faire. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, en France, vous signez un accord dans une entreprise avec la majorité des salariés, de leurs représentants syndicaux. Vous n'êtes pas sûr que cette disposition soit applicable parce qu'il y a tellement d'obligations et de règles autour qu'il y a un jour un juge, un inspecteur du travail, un salarié pas content qui peut venir chercher votre accord et le faire tomber. Donc si simplement, quand les gens sont d'accord et qu'on ne remet pas en cause quelques grands principes, le principe qu'un accord majoritaire à force est valable, on simplifierait la vie de beaucoup de monde. Alors je suis désolé pour nos amis avocats qui auraient peut-être un tout petit peu moins de travail à tout vérifier derrière, mais globalement on ne ferait pas en avant. Donc simplifier, élargir l'espace de liberté, c'est toute cette compétitivité cachée qui ne coûte rien à l'État, et on n'est pas en train de demander, il faudra aussi le faire, mais ça c'est des choses qui ne coûtent rien au budget de l'État, il ne faut pas le perdre de vue. J'aimerais encore vous remercier tous les trois pour cette volonté de contribuer au débat. Et Éric Philippe, vous êtes le DGA du groupe Avril, un grand groupe agroalimentaire. Lorsque l'on parle de compétitivité et de compétitivité pure, vous avez tendance à tout de suite mettre le coût de la main-d'œuvre et principalement sur le coût de la main-d'œuvre détachée. Là, je crois qu'il y a 2 chiffres qu'il faut donner pour planter un peu le décor. On fait souvent le distinguo entre l'Allemagne et la France, il faut le savoir. On sait qu'on n'est pas le pays du low cost, hein, ça c'est clair, et on est en train de chercher des filières de diversification, on est en train d'innover pour pouvoir justement, dans ce pays qui n'est pas le pays de low cost, exister. Mais quand même, dans certains métiers qui sont quand même des métiers de base, hein, je pense notamment dans l'agroalimentaire, dans les outils agroalimentaires, il faut savoir qu'aujourd'hui on est concurrencé par des outils allemands qui sont dans notre espace, avec des coûts de main-d'œuvre détachés qui sont hallucinants en termes d'écart. On en a parlé souvent, on est intervenu auprès des parlements. Dans des outils industriels, il faut savoir qu'une main-d'œuvre détachée en Allemagne peut coûter autour de 14 à 15 euros de l'heure. Quand nous, si vous prenez une heure avec l'ensemble des charges, etc., on est plutôt autour de 22 euros. Les écarts sont énormes. Et si on veut tuer une économie, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a un siphonnage de certaines activités. Comment peut-on expliquer
Comment peut-on vivre dans un espace où on accepte, au sein d'un même espace européen, des écarts de ce niveau-là, et on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à avoir la voix de la France pour pouvoir agir sur ce sujet-là. Et je rajouterai après derrière, donc quand on fait des produits un peu élaborés, on essaye de les mettre en place. Derrière, eh ben, il faut les vendre, il faut les valoriser. Et là, on a souvent des règles de marché, on n'a pas le droit de donner les origines. On a, par exemple, si vous allez dans les cantines scolaires, c'est un chiffre que je vous donne, 80% de la volaille qui est consommée dans les cantines scolaires, ce n'est pas connu par les parents, c'est importé. Et on ne communique pas sur les différenciations. Donc, le coût de la main-d'œuvre, on se bat contre, et derrière, on a des freins à la différenciation quand on y va. Donc, je trouve que ça, c'est quand même extrêmement important, et c'est presque, on signe en fait l'arrêt de certaines activités quand on est sur des écarts aussi importants. Alors, je sais qu'il y a eu des plaintes, etc., mais comment on peut quand même arriver à se faire entendre sur ce genre de sujet? Alors, comment se faire entendre, Éric Woerth? C'est une règle européenne, c'est une directive européenne, le détachement. Donc il faut agir au niveau de l'Europe. Mais il n'y a pas que ça qui ne va pas en Europe. Aujourd'hui, tous les peuples sont en train de tourner le dos à l'Europe. Ça devient banal de le dire. Malheureusement, c'est extrêmement anxiogène. Et il y a une crise, au fond, de l'idée européenne, pas de l'Europe, mais de l'idée européenne qui est en train de se faire jour. Donc il faut que les gouvernements prennent les choses en main. Alors avant, les Allemands bloquaient assez tout ce qui était changement, et notamment le détachement, mais plein d'autres choses. Aujourd'hui même, un ministre comme M. Schauble commence à considérer que l'Europe a atteint ses limites dans la forme où elle est, avec le mode de décision qui est le sien, avec les périmètres d'intervention qui sont les siens. Ce serait trop long ici probablement à en revenir, mais je pense qu'il faut un accord politique. Le nouveau président de la République, il devra voir la chancelière allemande. Il faudra qu'il y ait un accord politique sur l'idée d'une transformation de l'Europe, et ça peut prendre un temps tout à fait acceptable si cet accord politique existe. Sur le détachement lui-même, qu'est-ce qui fait la différence entre le prix d'un salarié détaché en France ou en Allemagne? Ce n'est pas les cotisations sociales, puisque c'est les cotisations sociales du pays d'origine, c'est probablement, j'imagine, le salaire minimum. Qu'il y a un détournement en France du détachement, où au fond, le salarié est soi-disant payé au moins au salaire minimum. En réalité, il sera payé optiquement au salaire minimum, mais il en fera beaucoup plus, il fera plus de temps de travail parce qu'il sera là peu de temps, où il y aura des agences qui feront une rotation de salariés qui font qu'on est totalement désorganisé. Il y a une désorganisation du contrôle du travail détaché. Donc ça, c'est un point. Puis dernier point, le coût du travail d'une manière générale. Quand on dit qu'en France, le coût du travail d'un ouvrier, c'est à peu près le coût du travail d'un ouvrier allemand, c'est pas complètement faux. C'est à peu près la même chose, sauf que les marges de l'entreprise industrielle allemande, elles sont bien plus importantes que les marges de l'entreprise française. Donc ça change absolument tout. Et le coût du travail est donc inférieur quand on le compare aux marges et aux bénéfices des entreprises allemandes. Les prix dont je vous parle, en général, ce n'est pas des Allemands qui font ce travail-là. Et je voudrais quand même préciser, la volonté, ce n'est pas de baisser les salaires, parce que je trouve qu'avec un SMIC, on est déjà sur des salaires qui sont difficiles pour vivre, mais c'est d'accepter de vivre dans un système économique commun où il y a ces différentiels, là. Non, moi j'ai surtout pas dit, retenez pas ça parce que je vais me faire sortir avec du goudron et des plumes. J'ai pas du tout dit qu'il fallait baisser le salaire. Je pense comme tout le monde ici qu'avec un SMIC on a du mal à vivre. Donc la question c'est le coût du travail global. C'est donc la baisse des charges. On propose une baisse de charges de 25 milliards sur les charges patronales, charges patronales plus un certain nombre d'impôts de production, 25 milliards auxquels on peut rajouter le CICE, tout salaire, enfin sur le spectre, sur le périmètre complet des salaires et pas uniquement jusqu'à 1,6 SMIC. Et je pense que c'est une proposition qui est extrêmement forte. C'est 40 milliards en réalité, puisqu'on y ajoute d'autres éléments. C'est une quarantaine de milliards d'euros immédiatement sur la compétitivité des entreprises, pour la compétitivité des entreprises. Alexandre. Juste un mot sur les salaires. N'oublions pas une chose. Aujourd'hui, au même niveau de SMIC, le coût global d'un ouvrier allemand est le même que le coût d'un ouvrier français. En revanche, au niveau d'un ingénieur à 5-6 000 euros par mois, pour 2 ingénieurs français, vous avez 3 ingénieurs allemands. On a beau être bien meilleur qu'eux, à 2 contre 3, c'est pas toujours facile de gagner. Alors, Éric Woerth, vous avez visité avant cette plénière une structure, c'est l'entreprise, une très belle entreprise de notre territoire, la start-up Klaxoon. Et merci à vous, Mathieu Bochet, d'être présent autour de cette table. Oui, l'entreprise compétitive, vous allez nous expliquer, mais vous m'avez dit aussi en préparant cette plénière qu'une société comme la vôtre était aussi tournée vers l'entreprise collaborative et que c'était surtout moins focusé compétitivité que cet aspect collaboratif.
Qu'est-ce que vous avez retenu déjà de cette première partie tout à l'heure que vous avez suivie, bien évidemment, avec attention? Alors, le collaboratif, c'est que c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est inscrit depuis des années, depuis des décennies même dans l'entreprise. Nous, on incarne des nouvelles façons de travailler à travers Klaxoon. On cherche à transformer la façon de partager la connaissance au quotidien. Et ce qu'on observe, c'est que c'est très puissant. On observe une libération des potentiels, de plein de belles idées qui arrivent, et des entreprises en général, en tout cas pour nous, des entreprises qui deviennent globales très rapidement. Et on se retrouve très vite sur la place internationale face à des acteurs qui proposent des logiciels équivalents, des solutions équivalentes, et qui n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes contraintes que nous. Ma grande problématique, moi, c'est la vitesse, la différence de vitesse entre une start-up comme Klaxoon, qui est passée très vite, qui a passé les seuils, différents seuils très 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 vite, et puis qui rencontre des acteurs à l'international qui sont financés un peu plus facilement, qui ont une très belle réactivité, donc l'entreprise responsive qu'on devient, et puis en face une administration qui est pour le coup pas très responsive. Responsive, c'est adaptable. Moi, je souhaiterais une administration responsive qui nous accompagne un peu plus, qui nous aide à comprendre un peu plus quelles décisions on doit prendre, mais surtout très vite. Parce qu'aujourd'hui, on doit s'adapter très rapidement à des concurrents agiles, très intelligents, très réactifs. Et ça, c'est mon principal problème. Alors justement, Mathieu, parce qu'une entreprise, les startups comme les vôtres, grandissent vite, très vite. Vous vous retrouvez très vite aussi confronté à la lourdeur, on va dire, administrative, et à ce cap vraiment crucial des 50 salariés. Ça, c'est vraiment pour vous une question de fond? Alors, j'ai monté mon entreprise il y a 7 ans, et on a eu une activité de service pendant à peu près 4-5 ans, et on est arrivé à 45 salariés à peu près. Et puis on a décidé de migrer vers le produit, concevoir un produit qui serait, comme on dit dans le monde des startups, scalable, c'est-à-dire avec lequel on pourrait accélérer beaucoup plus rapidement. Et ce produit, c'est Klaxoon, qui nous a fait franchir très vite de 45 à 70 salariés. Donc j'ai vraiment freiné, j'ai attendu d'avoir une idée, parce qu'on avait identifié qu'entre à 55, c'était la catastrophe, quoi. On n'avait plus de marge de manœuvre, on ne savait plus innover, on n'avait plus d'argent pour convaincre nos banquiers de nous suivre et de financer un peu d'R&D. Donc il fallait trouver une idée qui nous fasse passer de 45 à 70. On a eu de la chance, on l'a eu cette idée, mais j'en connais beaucoup qui peinent n'ont pas eu cette chance et qui mériteraient d'être un peu aidés pour les trouver à 55-60, des belles idées pour grandir plus vite. Et ça, c'est typiquement français. Vous avez senti aussi que ce seuil critique pouvait aussi voir un certain coup près tomber, et assez rapidement. Vous l'avez observé autour de vous? Alors, dans les startups, c'est un modèle qui est très risqué. On me demandait toujours de définir le mot startup. C'est pas juste fun ou jeune. C'est des entreprises qui grandissent vite, qui s'exposent beaucoup. Une entreprise qui grandit vite, c'est une entreprise qui a plus de risques qu'une autre. Et pour le coup, effectivement, les marges sont des fois très faibles, voire inexistantes. Donc le moindre petit coût supérieur est mal maîtrisé. Le moindre risque d'R&D, on sait que la R&D, ça comporte du risque, ça vous emmène au tapis. Donc effectivement, on a besoin de réactivité, on a besoin de mieux comprendre, et puis on a besoin de simplification. Je terminerai juste avec cette notion de dynamique. Passer le cap des 50 tranquillement ou le passer très très vite, c'est pas pareil. On a besoin d'un peu de souplesse dans ces moments-là. Oui, il faut revoir les seuils. Alors il y a beaucoup de seuils, il y a des seuils européens aussi. Les 50, c'est une obligation européenne, donc il faut complètement les revoir, probablement en 2 seuils. Et on a aussi écrit là-dessus, et on continuera à discuter, parce qu'il faut vraiment bien régler les choses. Mais surtout sur l'aspect financement et sur l'aspect vitesse. Vous allez plus vite que la société, puisque vous êtes dans l'innovation technologique, vous proposez des choses, vous grossissez, vous n'êtes plus vraiment une start-up. Moi, j'ai visité votre entreprise, j'ai l'impression que ce n'était pas complètement une Alors, une Google était start-up, encore quoi. une start-up il y a 5 ans. Google, qui a maintenant 15 ans, même plus de 15 ans. Mais vous allez bientôt On grandit dépasser vite. Google. Start-up, c'est grandir vite. J'ai compris, Karen, vous allez bientôt dépasser Google au travers de On Klaxoon. aimerait bien. Et là, on vous entendra, vous allez klaxonner à mort. Hein. En tout cas, par exemple, l'idée de déduire, on va supprimer l'ISF. Donc il y avait l'ISF PME. Ça permettait au fond un certain nombre d'investir au fond de façon presque obligatoire. On supprime l'ISF, donc on supprime la niche qui va avec. Mais je pense qu'il faut rétablir, et François Fillon le propose, de rétablir une déductibilité d'à peu près 30%. On peut discuter aussi du taux, mais une déductibilité 30% de l'investissement 40%. fait. J'en référerai aussi. En tout cas 30% à l'heure où on parle. 30% sur la déductibilité des investissements faits. Il faut aussi prendre la perte
C'est-à-dire qu'il faut que la perte elle soit déductible en tout ou partie d'un certain nombre de... Et puis il faut que la plus-value qui est faite, parce que vous pouvez revendre, passer... La plus-value doit être évidemment totalement exonérée lorsqu'elle est réinvestie dans des entreprises de même ordre. Donc il y a une économie au fond financière aussi, au-delà même des règles bancaires qui ont beaucoup compliqué les choses, il y a une économie financière qu'il faut totalement réadapter en France. Elle est un peu adaptée, elle n'est pas complètement désadaptée, mais elle doit être réadaptée. En Angleterre, ils ont des facilités bien plus importantes. Alexandre Sobo. Je pense que la question des seuils est une question centrale. Eric Woerth l'a rappelé, le seuil de 50 est européen et il faut regarder là où ça marche et pourquoi ça marche. Et quand on regarde l'Allemagne, en fait, la mise en place, les seuils sont les mêmes, les règles sont à peu près les mêmes, c'est un peu plus simple et un peu plus linéaire, mais surtout la décision d'entrer dans un système structuré de dialogue social, c'est une décision de la collectivité des salariés. Le résultat, c'est quoi? C'est que jusqu'à 250 à 300 personnes, très peu d'entreprises ont structuré leur dialogue social parce que finalement, la taille de l'entreprise, sa vitesse de croissance, ce n'est pas nécessaire. Et nous, on dit, à partir de 50, il vous faut des DP, un CE, un CHSCT, des DS. Vous faites 3 fois la même chose dans la semaine de vos réunions parce que c'est quand même à peu près les mêmes et c'est les mêmes sujets. Et ça ne marche pas. Donc revenons sur ce qui fonctionne. Il ne s'agit pas de réduire la capacité de dialogue, mais simplement de redonner la parole aux salariés. Et en redonnant la parole aux salariés, brutalement, 90% des problèmes vont disparaître. Les entreprises n'auront plus peur de grandir et la structure se mettra en place au moment qui est adapté. Il faut fusionner une partie des institutions représentatives du personnel. Il faut fusionner, parce que vous répétez beaucoup. C'est très très prenant. L'instance unique. Marc Toiti. Oui, enfin, simplement, là, on parle beaucoup, on se compare à l'Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va vous rassurer quand même, c'est que nos entreprises françaises sont bien plus compétitives que les entreprises allemandes ou anglaises ou américaines. Pour une raison simple, c'est que dans ces pays-là, on fait tout pour l'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, on baisse les charges, on baisse la pression fiscale globale, l'IS. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, Trump veut baisser la fiscalité à 15%. Il dit aux Américains, n'allez pas en Irlande, ça ne sert à rien, restez chez nous. Comprenez? Les Allemands, pareil, Schröder a fait effectivement ses réformes. Les Portugais, aujourd'hui, le Portugal fait une franchise fiscale. Voilà, donc on fait tout pour l'entreprise. On réduit donc encore une fois les charges qui pèsent sur les salaires, ça fait que c'est important de le faire. Réduit l'IS, parce que les CICE, ça c'est bien beau, mais ça reste compliqué. L'IS, moi, effectivement, c'est simple. Aujourd'hui, un patron de PME, il y en a beaucoup aujourd'hui, j'imagine, quand sa PME gagne 100, à la fin qu'il a payé ses impôts sur la PME et qu'il paye ses impôts à lui, il lui reste 25. Donc on est tous prêts à payer des impôts. Il faut payer des impôts. Mais quand même, pour gagner 100, Dieu en mouille la chemise, il nous reste 25 à la fin. Il faut être sérieux, 50-50 serait déjà pas mal. Donc, en plus, un coût du travail qui est très élevé, on l'a évoqué, les problèmes des seuils, les problèmes syndicaux, etc. Et en plus, il n'y a pas de croissance en France. Depuis 2008 à aujourd'hui, la croissance annuelle moyenne du PIB français, de la richesse française hors inflation, c'est 0,4% par an. En Allemagne, c'est 1,4%. Donc, c'est en cela que nous sommes, parce que je suis chef d'entreprise, nous sommes bien plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines, parce que là-bas, encore une fois, on fait tout pour eux, pour elles, pour les entreprises, et en plus, il y a de la croissance. Alors que chez nous, on n'a jamais eu autant de pression fiscale, de pression réglementaire, coût du travail très élevé, et en plus, il n'y a pas de croissance, et on est encore là. Et on peut rajouter, on paye souvent avec les charges plus chères, et on n'arrive pas à recruter. On a des métiers, on a fait certains recrutements, on est parti à 100 avec la NPE, on a vu des gens pour venir dans les entreprises, on est resté un ou d'un certain temps. Les autres sont partis dans d'autres circuits ou de formation. On paye cher les salaires avec les charges et en plus, on n'arrive pas à recruter sur beaucoup de métiers. Donc c'est vrai que c'est un système qui est quand même, quand on le regarde comme ça, qui est assez surprenant, quoi. Donc juste pour conclure, en fait, ce ne sont pas nos entreprises qui ne sont pas compétitives, c'est l'économie française qui n'est pas compétitive. Donc il ne fait pas grand-chose pour vraiment qu'on retrouve notre place, qu'on retrouve notre rang. Alexandre Sobo ou Eric Woerth, il y a un sujet également qui a été abordé par Mathieu Beuchet sur le problème du financement, des startups notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a très bien expliqué en disant, voilà, pendant 5 ans concrètement, je galère pour trouver de l'argent et puis tout ce temps perdu, c'est autant de temps en moins pour faire avancer et marcher ma société, quand aux États-Unis, par exemple, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous laisse pendant 5 ans aller à fond et puis après, vous allez chercher les fonds et vous levez des fonds. Vous avez levé, je crois, il n'y a pas très longtemps, 5 millions d'euros. Oui, c'est ça. Notamment avec des fonds bretons, Arkea, et puis un américain. Voilà, la pub est faite. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je vois qu'il y a des fonds, par exemple en ligne, qui parfois donnent des réponses extrêmement rapides et qui se sont
qui sont abstraits ou plutôt qui ont abrogé un certain nombre de contraintes, probablement prendre un peu plus de risques, mais enfin ont des critères et des capacités à analyser le risque qui n'est pas toujours les mêmes que dans les banques plus traditionnelles. Et puis il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fonds qui cherchent quand même à investir. Il faut qu'ils soient les bienvenus en France. Il faut que l'argent soit le bienvenu en France. L'argent qui vient s'investir en France, il doit être attractif. Le problème, c'est que c'est souvent assez répulsif. Le pays, Marc Toiti a raison, il est aujourd'hui répulsif parce que son climat social est lourd, parce qu'on change sans arrêt d'avis, voilà, parce que le niveau de normalisation est bien plus important et parce que le taux de profit est très faible. Et quand vous ajoutez en plus quand même à une baisse quand même tendancielle à la baisse de productivité, ça pose quand même un certain nombre de questions. Maintenant, le système bancaire, il est aussi régulé. Donc là, il est vrai, il est régulé partout. En tout cas, en Europe, il est régulé de la même manière. C'est par rapport aux autres, notamment aux Américains ou aux Chinois, que là, on est totalement une disruption, ou en tout cas une rupture de compétitivité entre les différents systèmes financiers et qui va s'accroître. Notamment le système américain, il va continuer à être de plus en plus... on verra ce que fait M. Trump. Mais quand je vois le droit américain s'imposer un peu partout, et vous investirez un jour, si ce n'est pas déjà le cas aux États-Unis, quand on voit le droit américain aujourd'hui commencer à dominer le monde, ça pose question. Hein. Alors vous allez être très certainement aussi intéressé d'entendre un troisième témoignage autour de la table avec Thierry Danjou. Vous êtes le gérant de Danjou Peinture. Troisième génération, 61 ans d'activité, en tout cas pour votre société. Et puis on dit souvent qu'on n'a pas le moral, on est défaitiste, on voit plutôt le verre à moitié vide. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Thierry, vous avez parlé de cette plénière à vos salariés, qui sont parfois très jeunes, ils se sont complètement emparés de cette thématique, de la compétitivité, de cet aspect collaboratif. Vous avez souhaité quand même nous dire que ces jeunes, ils sont concernés et complètement impliqués aussi par la marche en avant de l'économie. Bien sûr. Enfin, quand je leur ai annoncé que je voyais M. Wörth et M. Macron cette semaine... Il va arriver dans 3-4 minutes, donc tu lui passeras son message tout à l'heure. Voilà. Il est naturellement surpris. Et ce que je me suis posé, je dis tiens, je vais demander un petit peu que ça leur demande. Mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, faut savoir que dans notre métier du bâtiment, ceux qui aujourd'hui dépassaient la cinquantaine ont choisi ce métier-là parce qu'ils ne bossaient pas à l'école et qu'on leur a dit si tu ne bosses pas, bah, tu vas dans le bâtiment. Donc on a récupéré toute cette population qui maintenant disparaît. Et on a les jeunes maintenant qui je dirais les 25-35 ou les même plus jeunes, les 35-40, ont choisi ce métier, ont choisi de venir dans le bâtiment. Donc sont amoureux de notre métier. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, parce que je leur ai posé la question, je leur ai pas demandé s'ils voulaient faire 45 ou 48 heures, mais je leur ai demandé est-ce qu'ils étaient capables de se mettre autour d'une table, de discuter entre eux, enfin, on se voit tous les matins, hein, c'est une petite entreprise, hein. Est-ce qu'ils étaient capables, est-ce qu'ils avaient une vraie demande, est-ce qu'ils étaient capables de se mettre autour d'une table pour négocier le temps de travail, les différentes conditions. Et il y a l'unanimité. Alors, je n'ai pas interrogé tout le monde parce que j'ai pris des petits binômes, enfin des gens 4-5 tous les matins depuis une semaine. Mais en gros, on a interrogé une vingtaine sur les 40 et quelques qu'on est. Et la quasi-totalité, tout le monde dit oui. Oui, on se sent capable aujourd'hui de négocier, on se sent capable de vouloir discuter avec vous les heures. Ils ne sont pas contre de faire des heures, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient faire 48 heures. Mais ils sont capables de comprendre que dans un planning un peu fort, eh bien, qu'on puisse avoir des temps forts et qu'on puisse travailler plus longtemps. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est pas en augmentant de 1% ou 2% les salaires tous les ans qu'on va mettre un peu d'argent pour eux. Ils savent qu'aujourd'hui, pour gagner un peu plus de sous, il faut travailler, peut-être faire plus d'heures. Donc on leur a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était une vraie réussite, ça. Ils sont très heureux. Et donc avec ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a matière. Mais je crois que les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, mais surtout, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est des gens qui ont une maturation aujourd'hui qui est capable de discuter, bien sûr. Cet éloignement, on parle de l'éloignement des salariés avec les politiques. Éric Woerth, est-ce que c'est le moment, lorsqu'il y a un temps d'une élection comme la présidentielle, de renouer vraiment un dialogue fort pour redonner confiance ? Je l'espère, en tout cas, le dialogue que vous avez eu chez Danjou, c'est ça, est très intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait une fatalité, est-ce qu'il y ait une rupture complète entre l'opinion publique, entre les vrais gens, comme on dit, et puis les politiques qui ne seraient pas des vrais gens. Enfin, c'est évidemment un peu simpliste. C'est compliqué, évidemment, de donner ce sentiment-là, parce que vous ne répondez pas toujours aux besoins de la personne. Et si vous ne répondez pas à son besoin, et d'ailleurs, si vous mettez sur un plateau de télé des Français dans la vie et puis un président de la République, il y a un décalage énorme parce qu'il n'arrive pas à répondre aux besoins immédiats. La personne qui est au chômage, elle lui dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour moi ?» Et lundi,
Et donc on voit bien que ça demande une transformation pour que la société soit plus agile, plus productive. Et ça veut dire aussi qu'on puisse gagner de l'argent en France sans s'excuser tous les jours qu'on en gagne. Mais ça veut dire qu'il faut travailler. Et travailler, ça veut dire qu'il faut débloquer les règles qui empêchent le travail. Donc on a à repeindre, si je puis dire, absolument une grande partie du droit du travail, une grande partie de la fiscalité, une grande partie des dépenses publiques et donc des politiques publiques qui sont derrière ces dépenses publiques. Mais il faut l'assumer. Et à un moment donné, François le fait dans ses propositions, à un moment donné, c'est évidemment quelque chose qui peut être considéré comme pas tout à fait immobile et donc extrêmement inquiétant pour un certain nombre de gens et caricaturable. Et pourtant, c'est ce dont on a besoin. Si on veut tirer la société française vers le haut, il faut la transformer, il faut accepter de la changer. Vous avez déjà vu ce film Le Guépard, hein, tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire que l'essentiel reste. Il faut toujours être en action, il ne faut pas être immobile. Si vous êtes immobile, tout le monde vous dépasse et tout le monde vous écrase. Voilà, merci à Emmanuel Macron qui vient de nous rejoindre au premier rang de cette plénière de l'UE35. Alexandre Sobo, sur ce thème. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à nos collaborateurs, à nos salariés. Il y a une richesse, il y a une compréhension des enjeux. Il faut passer le temps aussi pour leur expliquer. Et puis après, il faut de l'autre côté faire comprendre à nos décideurs politiques que la croissance de demain, c'est les entreprises qui aujourd'hui prennent plus de risques. Et la France a bâti un système de découragement à la prise de risque sur tous les sujets. On en parlait sur le financement, on en parle sur le droit du travail. Quand on creuse l'écosystème d'une entreprise, partout, on dit aux chefs d'entreprise, est-ce que vraiment il faut aller prendre ce risque-là ? Et globalement, moins d'entreprises qui prennent des risques, c'est dans la durée moins de croissance pour le pays. Donc regardons le sujet comme ça, redonnons envie aux gens de prendre des risques, permettons-leur d'assumer ces risques, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient indépendants, et on remettra le pays en marche. C'est vraiment le sujet, la prise de risque. Non, mais 85% moi de ce que je facture, c'est ma richesse, c'est ma main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre. Donc vous imaginez bien que je n'ai aucune raison de rentrer en conflit avec mes salariés. Je n'ai pas envie de les emmener là où ils n'ont pas envie. Au contraire, on a un chemin à faire ensemble. C'est pour ça que les relations aujourd'hui, je pense, syndicales qu'on a aujourd'hui sont complètement faussées. Moi, j'ai fait des élections dernièrement, puisqu'on n'était pas dans les normes, on a fait des délégations du personnel. Il n'y a pas d'inspecteur du travail, tout va bien et c'est fait, donc il n'y a pas de... C'est pas grave, j'ai des choses à leur dire. Premier tour, rien, on coupera personne. Au montage. Premier tour, zéro. Premier tour, zéro. Aucune. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, et quand on leur parle, si je leur parle même dernièrement de la CGT, mais ça, ils n'ont même pas d'écho. Pour eux, c'est peanuts, ça ne représente rien. Mais on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer, et le pouvoir de nuisance, ne serait-ce que de ce syndicat-là, est énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a des... En tout cas, vous devez pouvoir... Thierry, bientôt président. Le syndicalisme ne doit pas être porteur d'idéologie et d'idéologie contre l'entreprise. C'est souvent aujourd'hui le cas. Et la meilleure façon de régler les choses, c'est de rapprocher les décisions de l'entreprise. Et vous avez un dialogue social nourri à l'intérieur de votre entreprise parce que les gens se parlent. Et au fond, c'est ça qui doit vous permettre de décider. Vous devez pouvoir décider de votre temps de travail. Vous devez pouvoir décider des règles de gestion de ce temps de travail, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc., etc. Puis il y a des règles plus générales qui doivent s'appliquer sur la sécurité ou sur, évidemment, sur tous ces sujets extrêmement importants. Mais il ne peut pas y avoir de rupture entre les jeunes salariés et puis ou le monde politique et puis les chefs d'entreprise. Il ne peut pas y avoir de rupture. Et la seule façon pour qu'il n'y ait pas de rupture, c'est évidemment le dialogue, et c'est le dialogue à votre main, et pas le dialogue imposé par d'autres ou un dialogue idéologisé. Ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, et ça c'est le message que nous donnent nos salariés, la prime aujourd'hui doit être à l'honnêteté et à ceux qui travaillent et à ceux qui se lèvent le matin. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des intérimaires qui au mois de juin, fin juin, me disent c'est fini, moi je ne travaille plus. Ah bon, je dis tu ne travailles pas juillet, août? Ah bah non, parce que là je bosse depuis le mois de janvier, j'ai pas envie. Donc c'est des gens qui prennent leurs vacances juillet, août, reprennent mi-septembre. On est très content d'avoir le coup de téléphone parce qu'on a du boulot et on les reprend. On est vraiment con. Mais mine de rien, mais c'est la vérité. Mine de rien, c'est des gens qui coûtent. On a un système aujourd'hui qui est complètement squeezé. Tout le monde en profite. On a un système. Celui qui est pénalisé aujourd'hui, c'est celui qui travaille, qui se lève, qui met du gasoil et qui vient le matin et qui se lève. Et avec des salaires 1600, 1700 € net. Bien, la solidarité ne peut pas s'exercer de la même manière. Les règles ne peuvent pas être contournées. On voit bien que les règles d'admissibilité à l'indemnisation du chômage, etc., sont des règles
qui pour certains n'ont aucun secret, et ça leur permet de s'arrêter, de reprendre un peu quand ils veulent, notamment lorsqu'ils ont un métier ou lorsque vous êtes sous tension. Il faut que les règles du jeu soient claires, que chacun puisse travailler s'il en a besoin, qu'on crée des emplois marchands, qu'on crée un vrai marché du travail, mais que ceux qui décident de s'en exclure, alors en subissent toutes les conséquences. Je crois à la responsabilité individuelle. Alors Thierry Danjou, j'aimerais vous entendre sur un point important, parce que vous parlez de formation, vous parlez de déréglementation, vous dites que la casse sociale aujourd'hui est au rendez-vous en prenant des exemples concrets, notamment sur du travail qui est effectué le week-end. Ça, c'est du témoignage. Bien vous sûr. le constatez, vos équipes constatent. Expliquez-nous un peu ce qui vous met aujourd'hui, des fois, parfois même en colère. Pour l'histoire, ceux qui me connaissent, j'ai été président de la Fédération du bâtiment pendant 6 ans, il y a quelques années. Et déjà, les travailleurs détachés, il y a 7-8 ans, on en parlait déjà. Mais c'était limitrophe, c'était frontière espagnole, c'était la région parisienne, etc. Nous, il y a 3 semaines, on a livré un chantier, je ne vais pas nommer naturellement, c'est un magasin, très beau magasin, qui a été inauguré dernièrement, plein centre-ville. Ils y étaient tous. Allez, on se dépêche. La peinture est belle. Et donc, mon entreprise fait de la peinture, fait du sol, etc. Donc, je soumissionne pour la peinture et le sol. J'ai la peinture, très heureux, je dis, tiens, comment se fait-il que j'ai pas eu l'eau sol? On me dit, t'es trop cher. Bon, je me contente, on fait les travaux. Et forcément, on a un œil un peu attentif quand on voit les salariés du lot-sol arriver. Et donc, on se dit, tiens, c'est bizarre. Naturellement, pas une parole française. Je me suis renseigné, c'était des Polonais. Bon, très bien, ils font les préparations, etc. Et puis, on se quitte avant l'histoire. Enfin, mes salariés nous les quittent avant l'histoire. Et puis, lundi matin, j'ai un coup de téléphone d'un de mes salariés. Il me dit, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, le sol est fait. En un week-end. En un week-end. En un samedi et un dimanche, ils avaient planté 550 mètres carrés de sol. Donc moi, je veux bien former des jeunes, je veux bien tout faire. Mais il y a un moment, il faudrait peut-être se calmer, parce que si maintenant on a des gens qui viennent, il faut au moins comptabiliser 5-6 personnes qui viennent bosser un samedi-dimanche, c'est beau. Et comme vous dites, on est à 16 € de l'heure, c'est de la déréglementation complète. Donc si on continue comme ça, et là je ne vous rejoins pas, monsieur Woerth. Et ce sera le mot de la fin, de conclusion? Non, je ne rejoins pas M. Woerth quand il dit que c'est l'Europe. Parce que ça, ce n'est pas le discours qu'il faut nous tenir à nous aujourd'hui. Parce que vous nous tenez, moi je le comprends. Il va vous répondre. Ah ouais. Mais les salariés, eux, ils le comprennent aujourd'hui. Ça va se terminer comment? Vous croyez que M. Fillon ou M. Macron ont leur chance de venir après le deuxième tour? Il faut se méfier quand même. Éric Woerth. Non mais moi j'ai pas dit c'est la faute de l'Europe et il n'y a rien à faire. Je vous dis que l'Europe, elle devait évoluer. Non, elle mais était on nous dit toujours c'est l'Europe. Non mais parce que c'est l'Europe, parce que la directive européenne, elle est européenne, voilà, c'est la vérité. C'est comme ça. On peut regretter cette directive, mais c'est comme ça. Donc il faut la corriger. Les circonstances politiques étaient très difficiles. Aujourd'hui, elles deviennent moins difficiles, me semble-t-il, pour changer un certain nombre de choses en Europe, et notamment peut-être même les structures européennes. Mais ce n'est pas le débat. Sur les travailleurs détachés eux-mêmes, il faut revenir sur cette directive. Les Allemands, il faut finir par les convaincre, ainsi que les pays de l'Est de l'Europe. Mais surtout, il faut imposer à ce moment-là en France un système de surcotisation qui compense les cotisations sociales qui sont aujourd'hui payées dans les pays qui créent un dumping social à l'intérieur de l'Europe, ce qui n'est pas acceptable. Donc il faut qu'on crée une surcotisation qui permette de rendre compétitif, c'est-à-dire au même niveau, le travailleur français avec le travailleur européen. Il faut respecter la liberté de circulation, mais il ne faut pas que ça crée du dumping. Et puis 2, il y a les règles de travail, c'est les règles de travail françaises. Et moi, je trouve que l'inspection du travail, qui est si prompte à vérifier vos salariés dans des conditions parfois extraordinairement zélées, elle doit concentrer son action, comme d'ailleurs l'administration fiscale doit concentrer son action sur des travailleurs détachés qui aujourd'hui sont employés en dehors de tout cadre légal du travail. Merci, en tout cas, merci à vous. Je crois qu'on peut déjà remercier Mathieu Beuchet, Thierry Danjou, Éric Philippe. Merci pour cette partie.